Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée aux études en soins infirmiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Bouissou, qui est directrice de l'IFSI Paris-Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter rapidement le métier d'infirmier, d'infirmière? Oui, bien sûr. Alors, c'est une profession qui est très réglementée et qui est une profession à haute responsabilité. Elle comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation et l'évaluation des soins infirmiers. L'infirmière ou l'infirmier contribue à recueillir des données qui sont des données cliniques qui vont permettre la réalisation des soins. Elle va dispenser des soins qui sont des soins relationnels, mais aussi des soins techniques et d'hygiène. Et elle exerce dans plusieurs milieux, et c'est ce qui est intéressant dans cette profession, c'est qu'elle peut exercer dans de nombreux milieux, mais je pense que nous en reparlerons au moment où nous aborderons les débouchés. Alors j'insisterai sur un point, c'est que c'est une profession qui est une profession vocationnelle, c'est une profession de cœur et de tête, et aussi de corps, parce qu'il faut avoir des habiletés techniques, et qui va nécessiter des capacités et des compétences, et qui va ouvrir donc un champ très large d'évolution. Merci beaucoup. Comment se déroulent concrètement les études en soins infirmiers? Qu'est-ce qu'un IFSI? Alors, les études en soins infirmiers se déroulent de la manière suivante. Elles se déroulent en 3 ans. Elles se déroulent en semestre, puisque ce sont des études qui sont universitarisées, ce qui veut dire qu'elles sont calées sur le rythme d'une licence. Et donc, une année, c'est 2 semestres. Dans ces 3 années, il y a un temps équivalent de stage et de cours. Donc on a 50% de stage, 50% de cours. Et les cours sont réalisés en alternance par les enseignants des IFSI qui sont plus responsables des enseignements de ce que nous appelons cœur de métier, identité professionnelle infirmière, c'est-à-dire tous les soins non seulement techniques mais aussi la déclinaison des connaissances fondamentales qui sont acquises à l'université auprès du patient. Autrement dit, si je prends un exemple, à l'université, on va apprendre l'anatomophysiologie, par exemple, d'un organe, et puis on va apprendre les pathologies de cet organe, et puis à l'institut, on va avoir des TD qui vont décliner les différents soins qu'on va dispenser aux patients dans le cadre de ces pathologies. Je dirais que l'enseignement à l'université constitue à peu près 25% des enseignements qui sont réalisés à l'institut de formation. Voilà ce que je peux dire sur la formation. Donc elle dure 3 ans, il y a évidemment des partiels en fin de semestre, il y a des moments de stage où les formateurs vont voir les étudiants et pendant ces stages, les étudiants doivent acquérir des compétences et réaliser des actes et ces stages sont évalués. Et puis au fur et à mesure, donc, on passe d'un semestre à l'autre, d'une année à l'autre. Et enfin, on obtient à la fin de cette formation un diplôme d'État, qui est un diplôme d'État infirmier et qui a une valeur de grade de licence, ce qui permet d'entrer dans la filière licence, master, doctorat et d'aller éventuellement plus loin. Mais c'est aussi un point qu'on pourra aborder dans la suite des études. Merci beaucoup. Si vous deviez décrire votre établissement, l'IFSI Paris-Saint-Joseph. Alors, vous voulez que je vous le décrive physiquement, l'organisation? L'organisation. Alors, donc, notre établissement, c'est un institut de formation paramédicale. Donc, on accueille des étudiants qui sont là pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier, mais aussi des élèves qui sont là pour obtenir le diplôme d'état d'aide-soignant ou le diplôme d'état d'auxiliaire puériculture. Donc, on a à peu près 500 étudiants dans 500 apprenants, parce qu'ils ne sont pas tous étudiants, dans cet institut. L'équipe est constituée de 30 personnes, dont 23 formateurs. Et les formateurs sont tous des infirmiers qui sont cadres de santé, qui ont exercé auprès des patients et qui ont choisi d'entrer en formation et de s'occuper de la formation des étudiants. C'est vraiment un vrai choix, aussi vocationnel, parce que ce sont des métiers qui sont passionnants mais difficiles, puisqu'il faut conduire des jeunes, souvent très jeunes, de la sortie du lycée et en 3 ans, acquérir une identité professionnelle, des connaissances et des compétences suffisantes pour pouvoir assumer la responsabilité de prendre en soin des patients.
et c'est ce qui fait souvent un petit peu peur aux étudiants. Donc notre métier, c'est de les accompagner, de les coacher, de découvrir leurs talents pour qu'ils puissent acquérir ces connaissances et ces compétences. Voilà, donc nous sommes 30 dont 23 cadres formateurs. Nous dispensons des cours dans des locaux qui sont des locaux aptes à la formation, avec des spécificités que nous développons, qui sont des mises en situation, par exemple, des mises en situation par la formation, par la simulation, pour justement permettre aux apprenants d'acquérir la capacité de mettre en lien leurs connaissances et leurs compétences auprès des patients. Et donc ce sont des patients qui sont des mannequins intelligents, qui peuvent parler, avoir toutes les réactions humaines, et qui permettent aux étudiants de réaliser des situations simulées avec des formateurs pour les préparer à la vraie rencontre avec le patient. On ne dit jamais la première fois sur un patient, ce n'est pas tout à fait vrai, mais cette technique permet de le limiter. Voilà ce que je peux dire de l'Institut de formation. Merci beaucoup. Si je souhaite m'orienter en études de soins infirmiers, vers quel bac je dois choisir, quelle spécialité privilégier Alors, nous avons pour habitude de dire dans nos journées portes ouvertes, et nous nous sommes mis d'accord en Île-de-France pour avoir ce discours, que tous les bacs peuvent accéder à cette formation. Après, il y a des bacs qui préparent, mais dès la seconde. Donc, il y a un bac technique qui est le ST2S, et puis il y a des bacs pro qui préparent aux formations paramédicales. Les bacs généraux, ils préparent aussi très bien. Nous ne recommandons pas non plus de choisir forcément des spécialités, parce que nous avons conscience que le choix des spécialités se fait très tôt. Et quelquefois, les lycéens n'ont pas choisi leur orientation. Il ne faut surtout pas se dire que vous n'avez pas choisi cette spécialité, alors la formation vous est fermée. Pas du tout. C'est bien si on a un niveau bac en matières comme le français, les maths, l'anglais, SVT. C'est bien si on a un niveau bac, même peut-être un niveau général. Mais les bacs techniques sont tout à fait bien préparés. Et les bacs pro peuvent rattraper. Nous, ce qu'on recommande beaucoup de faire, c'est entre le moment où vous recevez votre proposition dans un IFSI par Parcoursup, donc où vous êtes admis, et le moment où vous rentrez, il s'écoule en général quelques temps, quelques mois, et c'est de vous préparer. C'est-à-dire même avec un bac général, quelquefois on n'a pas le niveau en maths, quelquefois on n'a pas le niveau en anglais, voire on n'a pas le niveau en SVT parce qu'on a abandonné la SVT. Donc, c'est rechercher des moyens de vous tester, de vous auto-évaluer et de vous mettre à niveau pour arriver en formation, être à niveau bac, parce qu'en fait, les études sont très courtes et on n'a pas le temps de remettre à niveau les étudiants. Mais moi, je ne recommande pas de bac ni de spécialité. Je dirais que tout le monde réussit, quel que soit le bac. Peut-être les bacs pro peuvent avoir quelques difficultés. Disons qu'ils ont un chemin plus long à parcourir pour acquérir des connaissances. Mais ils réussissent aussi très bien. D'accord, merci beaucoup. Que regardez-vous sur Parcoursup? Quels éléments sont distinctifs? Alors, sur Parcoursup, on va regarder précisément la capacité qu'a le candidat à mettre en lien ses centres d'intérêt et les activités qu'il a eues avec la formation. Comment, dans la page réservée, il nous décrit ses centres d'intérêt et activités, et comment est-ce qu'il identifie que ça peut le préparer ou que ça peut légitimer sa motivation à entrer en formation en soins infirmiers. Et dans le projet motivé, de la même manière, comment est-ce que... alors ça peut être tout simple, hein, ça peut être je suis allée à une journée porte ouverte, j'ai écouté cette vidéo, j'ai fait un stage, je connais quelqu'un. Ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Ça peut aussi, j'ai été secouriste, j'ai été scout. Enfin, il faut trouver vraiment, dans les activités que vous avez menées, quel est le lien avec votre motivation à entrer en formation. Alors, c'est ce qu'on regarde le plus, mais on regarde aussi la capacité à rédiger, on regarde aussi l'orthographe. C'est très très important d'être en capacité de s'exprimer correctement en français et d'avoir un écrit qui soit bien orthographié. On regarde aussi, et on sait très bien le voir, les copier-coller.
C'est-à-dire, je vais chercher un projet de motivation sur Internet, je le copie-colle. Il y a des milliers de candidats, donc même si nous n'étions pas très affûtés, au bout du 10e, on identifierait bien que ça vient d'Internet. Donc ça, c'est discriminant. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un copier-coller d'emblée, son dossier est remis en cause. C'est vous qui devez le rédiger. Ce n'est personne d'autre que vous qui devez le rédiger. Et aussi, c'est pareil, ça se sent très bien. Les ruptures de style, la manière différente de rédiger nous indiquent que ce n'est pas vous qui l'avez rédigé, que ça peut être vos parents, quelqu'un d'autre. En revanche, n'hésitez pas à faire relire votre projet pour vous assurer que la syntaxe et l'orthographe sont respectés, que vous ne redites pas les mêmes choses. Ça, bien sûr, vous pouvez vous faire aider pour relire. Mais voilà ce qu'on regarde sur Parcoursup. C'est très compliqué la sélection sur Parcoursup, puisqu'on ne voit pas les candidats. Donc, on est obligé d'aller chercher très précisément dans les écrits. On finit par être un peu habitué. Et c'est très important qu'on le fasse, parce que si nous sélectionnons des candidats qui ne sont pas aptes ou motivés pour suivre la formation, eux seront très malheureux. D'autres dont ils auront pris la place seront aussi très malheureux. Et s'ils rentrent en formation, ils risquent d'abandonner au milieu de la formation, ce qui est mauvais pour le candidat et puis mauvais pour la société qui paye ces formations. D'accord. Donc pour le projet motivé, vos conseils, c'est vraiment la cohérence. La cohérence entre l'activité, enfin les intérêts et les activités, et la motivation et la présentation. D'accord. Les études en IFSI durent 3 ans. Comment se déroulent ces 3 années? Alors, ces 3 années, elles se déroulent en semestre, avec donc en première année la moitié du temps de stage réparti en 5 semaines le premier semestre, qu'on peut qualifier d'un stage d'observation, et puis 10 semaines le deuxième semestre. Tous les stages sont à mettre en profit pour mobiliser les connaissances, voire expérimenter, je n'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas être confronté à des situations, y compris des situations un peu complexes de soins. On ne commence pas par faire que des soins d'hygiène et puis ensuite des soins techniques. On profite de tous les stages pour être confronté à des situations et acquérir des compétences et des habiletés techniques. En deuxième année, il y a 10 semaines au premier semestre de stage et 10 semaines au semestre suivant. Et la troisième année, il y a plus de stages, il y a encore un petit peu de cours, mais plus de stages. Et puis il y a un mémoire de fin d'études à réaliser et à soutenir devant un jury pour acquérir, pour pouvoir le valider. Et ça fait partie des unités d'enseignement qu'il faut valider pour obtenir son diplôme. Voilà ce que je pourrais dire sur le déroulement des études. J'ai tout à l'heure parlé de ce qui est du rythme des cours théoriques à IFSI et université. Après, il y a une multitude de méthodes pédagogiques. Alors, si ce que je peux rajouter sur le déroulement des études, c'est que bien sûr, elles vous permettent d'acquérir des connaissances fondamentales en anatomie, en biologie, en physiologie. Elles vous permettent aussi d'acquérir des compétences en raisonnement pour pouvoir acquérir un raisonnement clinique qui vous permet de dispenser des soins individualisés qui sont opérationnels et qui sont sensés. C'est ce qui vous permet aussi de donner du sens à votre pratique. Et pour acquérir toutes ces compétences et pour pouvoir être légitime auprès des patients, il faut aussi se connaître très bien soi-même. Et donc, il y a un certain nombre de méthodes pédagogiques et d'enseignements qui ont trait à cette connaissance de soi-même, qui quelquefois ne sont pas... Les étudiants ne les trouvent pas très légitimes et nous disent pendant leurs études, mais enfin, nous sommes en train de perdre notre temps. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à piquer, à faire des pansements et puis à connaître l'anatomie du cœur. Oui, c'est très important, mais il est aussi très important de se connaître bien pour pouvoir ensuite prendre en soin des personnes soignées qui sont elles-mêmes souffrantes et pouvoir prendre en charge leurs soins. C'est vraiment fondamental. Alors, généralement, les étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, nous disent « Ah bah oui, maintenant on comprend, maintenant qu'on est en situation professionnelle, on comprend pourquoi vous nous avez ennuyés avec toutes ces séances qui ont trait un peu à la psychologie, à la réflexivité, à l'analyse de situation et qui paraissent peut-être moins pertinentes pendant la formation, mais c'est essentiel. » Oui, c'est ça. Concernant les enseignements, donc les matières étudiées, vous en avez un peu parlé. Oui. Quelle est la forme des rendus, des partiels Alors, la forme des évaluations ou des travaux à rendre est très diverse. On passe du simple QCM, questionnaire choix multiples, et puis on va vous questionner sur vos connaissances. Vous aurez
à cocher des cases pour répondre à des questions. Bon. Il y a des évaluations rédactionnelles où on vous présente par exemple une situation de patient. Il va falloir étudier sa situation et proposer un projet de soins par exemple. Il peut y avoir des évaluations qui sont faites sous forme de travaux de groupe, des exposés. Et puis il y a des évaluations techniques, pratiques. La transfusion sanguine, voilà, on vous met en situation de réaliser une transfusion sanguine et puis c'est noté. Et donc, voilà, donc il y a tout ce champ possible de modalités d'évaluation. Ce sont des études qui sont passionnantes, mais qui sont, vous avez, je pense, compris par mon propos, extrêmement exigeantes, courtes, denses, et où en fait on n'a pas le temps de s'arrêter. Il faut tout le temps être dans le mouvement, être très assidu. Parce que, vous avez vu, on va évaluer des compétences qui sont des compétences de simple connaissance, mais encore faut-il les avoir apprises. Et puis on va évaluer sur la mise en lien de ces connaissances avec le soin, sur des habiletés techniques, sur des compétences relationnelles, de mise en situation. Donc il y a énormément de compétences à acquérir, ce qui rend cette formation, bien que passionnante, assez difficile. Merci beaucoup. Une semaine en IFSI, ça ressemble à quoi dans les études en soins infirmiers? Alors, une semaine en IFSI, ça dépend si on est en stage ou si on est en cours. Si on est en cours, en général, ce sont des horaires de cours assez classiques, hein, on va dire 8h30, 18h, et on vient à l'université ou à l'institut de formation en soins infirmiers, ou encore en distanciel, directement en lien avec l'enseignant ou en distanciel enregistré. Et on assiste à des cours, on participe à des cours, à des travaux de groupe, à de la recherche, à des ateliers de formation par la simulation, voilà, un certain nombre d'activités. Et puis le soir, on rentre chez soi et on travaille. Quand on est en stage, alors là, on suit normalement le roulement du tuteur. Donc on peut avoir un roulement qui commence à 7h, un roulement qui termine à 20h, un roulement qui est de nuit, un roulement qui prend en compte les week-ends. Bref, on a une vie de professionnels, en tout cas de stagiaires en stage en suivant le roulement. Et on se voit normalement attribuer un professionnel, donc une infirmière ou un infirmier, qui va être chargé de la formation des stagiaires et qui va faciliter, mettre en situation pour que les étudiants qui sont dans son service puissent acquérir les compétences qu'il peut y acquérir, puisqu'on n'acquiert pas les mêmes compétences dans tous les services. Et à ce titre, les stages suivent un parcours. Et il y a 4 typologies de stages obligatoires. Donc il faut que les étudiants aient effectué un stage dans les 4 typologies, c'est-à-dire en médecine-chirurgie, donc les soins aigus, en soins longue durée, donc voilà, ça parle assez bien, en lieu de vie. Alors les lieux de vie, ça peut être la médecine du travail, ça peut être la prison, ça peut être la médecine scolaire, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les lieux de vie. Et puis en soins de suite et réadaptation. Donc au moins on a un stage dans chacune de ces typologies. Et après, en fonction du projet professionnel de l'étudiant, il peut essayer d'orienter son parcours de stage. Admettons que je sais que je veux devenir puéricultrice. Voilà, je peux essayer d'orienter mon parcours de stage avec l'aide de la coordinatrice de stage qui est chargée de trouver les stages, et même moi en cherchant des stages, pour être plus dans des services qui vont me conduire à me préparer à cette spécialité. D'accord. Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants durant ces études? Alors, je vous ai dit, c'est une profession à choix vocationnel. Bon, je sais qu'on n'aime pas trop ce mot aujourd'hui, mais c'est réellement une profession à choix vocationnel. Quand on a 17 ans et demi, 18 ans, on peut avoir la vocation chevillée au corps, mais quelquefois, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Et puis cette formation, on l'a choisie parce que quelqu'un vous en a parlé, ou parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que c'est une formation qui est très professionnalisante. Très vite, les étudiants sont mis en situation et sont confrontés à des situations de soins qui sont assez émotionnellement difficiles à gérer. Donc, ça peut être une difficulté. C'est d'autant plus une difficulté si les étudiants n'ont pas sérieusement travaillé pour acquérir les compétences et n'ont pas correctement préparé leur stage. Donc c'est ça la difficulté première, je dirais, c'est que très vite, il faut se rendre compte qu'il faut travailler beaucoup pour acquérir des compétences, pour acquérir des connaissances et ne pas se retrouver en situation
de commencer un stage avec des lacunes, ce qui peut être acceptable, accepté dans les premiers stages, ce qu'il est de moins en moins au cours de la formation, et ce qui peut rendre le stage extrêmement difficile parce que les attentes des professionnels se confrontent avec les lacunes ou les incompréhensions des étudiants, et quelquefois ça se passe difficilement d'un point de vue émotionnel, et c'est là où on entend parler, et je pense que je ne suis pas la première à en parler, parce que c'est très médiatisé, de maltraitance en stage. La maltraitance en stage, alors il y a des gens qui sont des vicieux, hein, ça existe partout, mais globalement, ça vient d'une incompréhension entre les attentes du terrain de stage et ce que peut donner l'étudiant, et la manière dont il s'y est préparé. Donc c'est une vraie difficulté qu'il faut que les étudiants comprennent très vite. Mais moi, je comprends très bien qu'à 18 ans, ma vie, ce n'est pas apprendre mes cours. Ma vie, c'est autre chose. Je suis content d'être à l'université, j'ai quitté le lycée, j'ai envie de faire autre chose. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre la vie universitaire, la vie estudiantine et cette formation qui est très professionnalisante et très courte. Maintenant, c'est une formation courte, mais on peut rattraper, repasser des évaluations, redoubler des années. Bon, ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris dès le début qu'au moment où on a compris, ça va bien se passer et on va pouvoir terminer sa formation. Et donc les expériences en stage sont assez déterminantes sur la poursuite d'études oui, ou non. Oui. Et sur la spécialisation également. Alors pas forcément. D'accord. Mais pas forcément. Oui, c'est sûrement les stages qui orientent la spécialisation. Il y a aussi ce qui oriente la spécialisation, c'est le besoin de travailler. Parce qu'après, pour se spécialiser, il faut prendre un petit peu de temps en plus et c'est de l'argent. Bien sûr. Alors un mot sur la passerelle aide-soignant-infirmier. Alors oui, depuis 2023, depuis cette année, les aides-soignants chevronnés, puisque là nous n'avons parlé que des étudiants qui entrent par Parcoursup, qui sont donc des lycéens. D'autres catégories professionnelles, enfin d'autres catégories d'étudiants peuvent rentrer en formation, et donc ce sont ceux dont vous parlez, qui sont des professionnels de formation en santé, des professionnels de santé ou non, et qui ont 3 ans d'expérience, et qui rentrent en promotion professionnelle ou en formation continue, en formation après une sélection. Eux, ils ne passent pas par Parcoursup, ils sont en sélection écrite et orale. Dans ces professionnels, il y a effectivement des aides-soignants, et dans ces aides-soignants, il y a certains aides-soignants qui ont exercé, qui sont chevronnés, et qui ont exercé depuis plus de 5 ans, avec 3 ans d'exercice variés, et qui sont identifiés par leur employeur comme des personnes en capacité d'effectuer cette passerelle en 2e année, selon des critères qui sont bien précis. Et si vous le souhaitez, je vous les redonnerai, mais j'ai compris que le public ici était un public plus lycéen, et donc d'accéder à la formation directement en 2e année. Pour ce faire, ils bénéficient d'un module de mise à niveau de 3 mois avec un petit peu de stage. La difficulté essentielle pour ces professionnels pourrait être, parce que pour l'instant nous n'avons pas de recul, puisque c'est la première année et seulement certains ont bénéficié de cette passerelle avec des rentrées de février, donc on n'a pas de recul pour dire comment ça fonctionne. Mais la difficulté pourrait être d'abord d'être en capacité de rattraper les savoirs que les étudiants acquièrent en première année, même si en étant aide-soignant, on en a un certain nombre, on n'a pas tous les savoirs. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, qui de mon avis est plus difficile, c'est ce qui touche à la posture. Je passe d'une posture d'aide-soignant chevronné, reconnu dans mon équipe comme tel, pilier, on vient me demander mon savoir, à étudiant en soins infirmiers qui a tout à apprendre. Et ça, c'est vraiment un travail assez compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on est plus âgé. Et donc, la première année, elle aide bien à faire ça. Donc, il faut qu'on identifie quels sont ceux qui ont ce potentiel de changer de posture plus vite que les autres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'était très clair. Un mot sur les débouchés en termes de poursuite d'études. Alors, poursuite d'études, elles sont de 2 ordres. Il y a ce qu'on appelle les spécialités ou les spécialisations et puis les poursuites d'études à l'université. Donc, en ce qui concerne les spécialisations, on peut se spécialiser à la suite de la formation comme puéricultrice, puériculteur, comme infirmier de bloc opératoire ou infirmier anesthésiste ou comme cadre de santé. Alors pour accéder à ces spécialités, il y a des spécialités qui sont directement enchaînables
après le diplôme. Donc vous faites votre formation, vous avez votre diplôme et vous pouvez être sélectionné, parce qu'il faut passer une sélection pendant la 3e année pour accéder. Donc c'est les spécialités de puéricultrice, puériculteur, d'infirmière de bloc opératoire. Là, on peut accéder directement et ce sont des spécialités qui se font pour les infirmiers de bloc opératoire en 2 ans maintenant et pour les infirmiers puériculteurs en 1 an. Pour entrer en spécialité d'infirmier anesthésiste ou de cadre de santé, il faut avoir exercé un certain nombre d'années, de mémoire c'est 5 ans, et passer une sélection pour pouvoir faire cette formation. La formation d'infirmier anesthésiste c'est 2 ans et la formation de cadre de santé c'est encore 1 an. Et puis il y a la voie universitaire, puisque je vous ai dit que cette formation donne accès à un grade de licence, donc cela veut dire qu'on peut postuler pour des masters. Alors il y a des masters qui sont directement liés ou non à la formation en soins infirmiers, donc on peut aller vers la santé publique, la diététique, voilà, la sociologie, des masters qui sont un peu en lien avec la formation en soins infirmiers et faire reconnaître des unités d'enseignement. Et puis on peut aller en master de pratique avancée, qui est donc là un master qui est vraiment spécialisé pour les infirmières et qui permet de passer un master en pratique avancée à l'université. Pour accéder à ces masters, on peut aller directement après la formation et le diplôme, ou après un certain nombre d'années. Pour le master en pratique avancée, il y a certaines universités qui le proposent directement après le diplôme, mais c'est vrai qu'il y a des mentions et des spécialisations, et donc il vaut mieux avoir travaillé dans ces spécialisations pendant un certain nombre d'années pour ensuite pouvoir exercer comme infirmière de pratique avancée. Sinon, on fait le master, et après il faut retourner travailler en tant qu'infirmière pendant 2-3 ans dans la spécialité pour ensuite pouvoir travailler comme infirmière de pratique avancée. Donc ça rend les choses plus compliquées. Et ensuite, on peut accéder au doctorat et donc avoir une carrière universitaire en recherche ou en enseignement. Et maintenant, un mot sur les débouchés en termes de métier. Alors, en termes de métier, les débouchés après le diplôme, ils sont multiples et c'est ce qui rend notre métier absolument magnifique. Puisque déjà, en tant qu'infirmier ou infirmière, à chaque fois qu'on change de service, on change de métier. Donc, il faut réapprendre. Et c'est pour ça que les instituts de formation sont aussi là pour vous apprendre à apprendre. Mais c'est déjà un débouché magnifique. Après, il y a des débouchés qui sont des débouchés hospitaliers ou hors hospitalier. Et donc, on peut exercer, je l'ai dit un peu tout à l'heure quand j'ai abordé les stages, on peut exercer en médecine scolaire, en médecine du travail, on peut exercer en milieu carcéral, on peut exercer en humanitaire. Voilà. Et on peut s'engager dans les évolutions professionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une profession qui est extraordinaire pour ça, parce qu'elle permet beaucoup d'évolution. On peut être cadre de santé, et puis ensuite on peut être directeur de soins et directeur d'institut de formation, ou directeur de soins dans un hôpital, ou directeur d'établissement de santé. Vraiment, il y a un vaste choix, et il y a aussi une possibilité beaucoup de s'adapter à son rythme personnel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, on sort du diplôme, on est jeune, on a envie de se donner tout à son métier, et puis on aime beaucoup la technique. Alors on va être en réanimation, on va être de nuit, de jour, et on va donner beaucoup de temps à son activité professionnelle. Et puis après, pour une raison ou pour une autre, on n'a plus envie de travailler du lundi au vendredi, d'avoir ses week-ends. Ben, en fait, c'est possible, on peut aller en consultation, on peut aller en milieu scolaire. Et puis après, on vieillit, on a envie de responsabilité, ben on peut se former et puis acquérir d'autres responsabilités, avoir des postes transversaux dans les hôpitaux. C'est vraiment une profession qui est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter C'est une profession extraordinaire. Merci beaucoup Isabelle. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à bientôt sur Totis.